Fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 17 septembre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, d'abord la visite de travail de 48 heures effectuée du 10 au 11 septembre par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum dans la région de Tillabéri. Ensuite, la proclamation des résultats globaux définitifs de la session 2021 du baccalauréat au Niger. Au total, 78 372 candidats ont composé cette année au Niger. Et sur ces 78 372 candidats, 17 829 sont admis, soit un taux de réussite nationale de 22,75%. Enfin, nous terminerons avec cette affaire de plainte de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCTIS, contre deux de nos confrères, la journaliste blogueuse Samira Sabou et le directeur de publication du journal L'Événement, également président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Senozo Moussa Aksara. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Husseini Issa, journaliste indépendant, et enfin Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous le débutons par la visite de travail de 48 heures effectuée du 10 au 11 septembre par le président de la République dans la région de Tillabéri, frontalière de la zone dite des trois frontières. Mohamed Bazoum est allé reconforter les populations compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut dans cette région du pays depuis quelques années. Il a aussi encouragé les forces de défense et de sécurité dans leur combat contre le terrorisme et le banditisme armé. Husseini Issa, qu'est-ce qui a motivé le chef de l'État à effectuer cette visite après celle effectuée il y a quelques semaines dans les régions de Difa et de Maradi, également touchées par l'insécurité? Mais bien évidemment, Michel, c'est que c'est une suite logique. Il a été d'abord à Difa par rapport au retour des populations de Baroua. Ensuite, il est parti à Maradi, tout naturellement. On sait bien que Difa, c'est une région affectée par les attaques de la secte Boko Haram. À Maradi, c'est surtout les bandits armés en provenance du Nigeria qui sévissent. Mais ici à Tillabéri, dans la zone de Tillabéri, c'est la zone quand même des trois frontières où il y a eu beaucoup d'assassinats de civils, mais également des attentats contre l'armée. Il est tout à fait normal que le président fasse ce déplacement-là pour aller voir. Surtout la zone où il est allé, c'est un peu, comment on va dire, dans l'Anzourou. Dans l'Anzourou, bien sûr. N'est-ce pas? Où les populations, à un moment, ont dû se déplacer à cause de, comment vais-je dire, à cause de la pression qu'elle vivait. La pression, bien évidemment, des djihadistes. Et un temps, ils ont fui pour venir à Tillabéri massivement. Moi, je suis allé, j'ai rencontré ces populations-là. Bon, on leur a promis, ils sont retournés avec un maximum de sécurité. J'ai causé, et même il y a 3 jours, j'ai causé avec, ou 48 heures seulement, j'ai causé avec le chef de canton de Lanzourou au téléphone pour expliquer, pour demander comment les choses se sont passées. Il dit, bon, le dispositif va être renforcé, le militaire va être renforcé. Non seulement le dispositif va être renforcé, mais de l'autre côté aussi, vous savez qu'il y a 2 bases importantes dans la zone
qui sont devenus un peu inopérationnels depuis un certain temps, depuis 2019-2020, savoir la base de Inates, le camp avancé de Inates et le camp de Chenagoderla. Dans la planification, tous ces camps-là vont être réhabilités parce que c'est des tampons, c'est les positions tampons qui peut empêcher aux militaires, ou du moins aux djihadistes. C'est par là que les djihadistes passent le plus souvent. Mais avec la disparition des deux camps, ou du moins depuis que ces deux camps ont cessé, mais je pense qu'il y a une volonté de réhabiliter ces camps pour que l'armée reprenne les positions là. Et ça va permettre de mailler un peu la zone. Parce que c'est ça véritablement le problème. Il faut parvenir à mailler toute la zone. On ne peut pas éradiquer totalement les attaques, mais s'il y a un dispositif militaire important dans la zone, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir, venir attaquer et pouvoir s'enfuir. Ça va être très difficile pour eux. Et moi, je pense que c'est un symbole fort, l'acte que le président Bazoum a posé. Merci beaucoup. Selon justement le président de la République, Mohamed Bazoum, depuis quelque temps, le rapport de force a considérablement changé. Maïmouna Diado, quels sont les progrès réalisés? D'abord, il faut noter que cette visite a été vraiment attendue par les populations de Tillabéri et que pour un président de la République, c'est véritablement son premier souci, c'est d'aller réconforter ces populations qui sont meurtries. Bon, maintenant, les changements qu'il y a eu dans cette zone, c'est qu'aujourd'hui, avec les militaires qui sont positionnés au niveau donc, des 3 frontières, nous avons vu que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a eu grand changement, mais quand même, il y a un petit changement parce que les attaques se sont un peu... ce sont les attaques multipliées avant dans cette zone ont pris, ce sont un peu... Il y a une diminution. Donc, oui. Bon, mais maintenant, le souci de ces populations, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les militaires qui sont inquiétés, mais c'est les populations qui sont inquiétées. Donc, c'est justement peut-être le changement que je peux... le changement qu'il y a eu un peu, qu'on peut un peu dire, c'est que c'est maintenant, il y a une zone bien déterminée où ces djihadistes opèrent. Ce n'est pas toute la région de Tillabéri, mais ils ont quand même la possibilité de se mouvoir dans surtout le département d'Anzourou, qui est jusqu'à présent sous la menace. Donc voilà en fait le changement. Et le changement, c'est quoi aussi? On a pu également donner la liberté à ces populations de vaquer à leurs besoins en réhabilitant les motos. Mais pas dans l'Anzourou, parce que l'État a précisé que le cas de l'Anzourou, il suit ça de près, voilà, en personne. Il suit ça de près. Et il a également suivi les commentaires des uns et des autres sur place, où des populations ont demandé à ceux que eux, ils ne sont pas du tout contents, à ceux que contentes de l'acte qui a été posé, en libérant, bien sûr, en donnant la possibilité à ces populations de se déplacer sur les motos. Bon, dans tous les cas, on peut dire qu'il y a une avancée. Il y a une avancée du moment où le président de la République était sur le terrain et il a lui-même pris des engagements qu'il y aura pas. Il va essayer de renforcer la sécurité dans certaines zones de Tillabéri. Donc je pense qu'on peut ne que, en tout cas, l'encourager à aller de l'avant. Merci, Maïmouna Diado. Elhaji Mohamedou Souleymane. Qu'est-ce qui manque dans la sécurisation des zones en proie aux attaques terroristes et qui nécessitent des efforts conséquents pour accélérer l'amélioration de cette situation sécuritaire dans la région de Tillabéri? Je pense que l'exercice était vraiment opportun. Le président a changé directement avec les populations. Elle parlait justement de l'interdiction des motos. Le président était même amené à justifier comment ils étaient amenés à prendre cette décision. Il était surpris justement, parce qu'à l'Anzourou, c'était de façon persistante. Le maire, les représentants des femmes, en tout cas,
le député, ils ont demandé en tout cas que là-bas, ils ne sont pas prêts justement à ce qu'on autorise la circulation de motos parce qu'ils savent que c'est très dangereux, donc ils ne sont pas prêts. Donc le président a vraiment dit comment ils ont amené, et par conséquent, il a dit que malgré donc l'arrêté du gouverneur, à l'Anzuru, cette mesure ne sera pas appliquée, elle va être appliquée maintenant à la carte. Par rapport à, justement à la situation, c'est que le président de la République a dit que si l'Anzuru a des problèmes, c'est parce qu'Inates, qui serait la porte d'entrée, justement, a des problèmes. Effectivement, il dit qu'ils vont prendre des mesures donc, pour d'une certaine façon, en tout cas, donc, fermer. En tout cas, vraiment ne pas permettre désormais aux touristes, en tout cas, de sévir comme d'habitude. En tout cas, le renforcement donc, de la sécurité, donc, en déployant certainement donc, les forces de sécurité. Je pense que aussi, c'est que les propos qu'il a tenus à Djadja au niveau donc, du camp militaire, il a d'abord, et ça effectivement je pense c'est un chef des armées, et il a rappelé donc le moment douloureux Chinagoder, Inates, ensuite il leur parle justement de leur victoire à Zarumdare. En tout cas, tout cela, je pense que non seulement les populations d'abord, qu'il faut rassurer que l'État est là, mais aussi effectivement ces FDS qui ont besoin véritablement de savoir que, en tout cas, l'État est disposé, en tout cas, à mettre tous les moyens. Donc, la vraie question, c'est qu'on pense que le chef de l'État n'était pas venu parce qu'il pense qu'il va falloir, s'il devait venir et qu'on continue à massacrer la population, lui, vraiment, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais il a essayé de créer une sorte de rapport de force pour que vraiment les choses, parce qu'effectivement, Hussein l'a dit, désormais, elle s'en prend plutôt aux populations civiles qu'au FDS. Mais je pense que la tendance, que ce soit à Tillabéri ou bien à Difa, c'est que véritablement, on voudrait que, effectivement, les moyens, parce que l'autre défi, comme l'autre challenge, ce n'est pas seulement aussi la question militaire. Les experts le disent, c'est aussi la dimension aussi économique, et c'est pourquoi je pense qu'elle a visité le projet Kandaji, donc pour un peu dire que d'une certaine façon ce n'est pas que parce que aujourd'hui beaucoup de gens en tout cas pensent dans la région, on entend des voix effectivement qui disent qu'il faut dialoguer. L'autorité dit souvent dialoguer avec qui, parce qu'on estime qu'il n'y a pas donc de force en tout cas national de Nigeria, en tout cas, qui réclame quoi que ce soit. Mais je pense d'une certaine façon, au niveau local, il va falloir donc discuter avec les autorités locales, avec vraiment en tout cas les locaux, pour voir maintenant, c'est de notre en tout cas qui sont égarés, il faut discuter avec eux, il faut discuter, les engager en tout cas dans la voie de développement, c'est-à-dire qu'il faut créer des projets en tout cas. Et c'est le travail que je pense que au Conseil de la paix fait à Tillabéri depuis quelques années en tout cas. Je pense que tous les moyens sont bons, non seulement le moyen le plus donc, sur le moyen militaire, mais aussi, n'oublions pas aussi d'autres considérations qui peuvent amener les gens en tout cas à s'engager dans cette folie meurtrière. Donc il faut dialoguer avec ceux qui sont censés en tout cas se reprendre pour revenir en tout cas dans la République. Merci. Elhaji Mohamedou Suleiman. C'est vrai, quand on se rappelle de ces tristes événements d'Inates, Chinagoder, Zarumdare et toutes les autres localités, Tondikwindi, Walam, un peu partout, le chef de l'État a compris que l'heure était grave. Hussein Issa, selon vous, que doit alors faire le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, pour traduire en acte son engagement plusieurs fois réitéré d'œuvrer sans relâche pour ramener la paix et la sécurité à Tillabéri et sur l'ensemble du territoire national? Mais je pense qu'il a déjà posé les jalons, quelque part, sur le renforcement du dispositif militaire. Quand je parle de renforcement du dispositif militaire, il y a 2 cas importants qui ont disparu et qui permettaient à ces gens-là de se mouvoir. Inates, Chinagoder. Je connais Inates, je connais Chinagoder. Avec la disparition de ces camps-là, ça a posé un problème. Quand on a
décidé de retourner les populations, on a pris l'engagement, le gouvernement a pris l'engagement de renforcer le dispositif et les patrouilles militaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patrouilles militaires dans la région, parce que moi, le jour où j'ai parti, pendant que les populations étaient à Tillabéri, j'ai trouvé un convoi de l'armée de plus d'une cinquantaine de véhicules, lourdement armés, de l'armée qui partait là-bas. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est là, et que, bon, on ne peut pas dire que les attaques vont être éradiquées, c'est pas possible, ça va être difficile, mais c'est qu'ils n'ont plus cette capacité de mobilité. Ils ne peuvent plus venir attaquer et pouvoir s'enfuir. C'est déjà quelque chose d'important. Mais l'autre aspect, parce qu'il y a un rapport qui vient de sortir de Amnesty qui a posé le problème sous l'angle, de renforcement du dispositif militaire. Mais il n'y a pas que le renforcement du dispositif militaire. Aujourd'hui, un gros problème se pose dans cette zone, c'est qu'il y a beaucoup de paysans qui n'ont pas pu, qui ont semé, mais qui ont dû abandonner les champs. Il y a un impact négatif sur l'agriculture. Mais bien évidemment. Mais quand vous semez, vous ne labourez pas. Mais bien évidemment, vous n'allez rien récolter. À cause justement des attaques dans les champs. C'est pour ça que les gens sont partis. Je dis, bon, peut-être qu'il reste encore un peu de pluie dans le ciel. Qu'on crée les conditions de sécurisation pour que les populations, les paysans qui ont abandonné leurs champs, puissent se retourner, finir les travaux champêtres, au moins espérer quelque chose. Mais ça ne peut pas suffire, il faut un accompagnement sur le plan alimentaire. Il faut un accompagnement parce que l'école aussi pose problème. Bientôt la rentrée. Mais bientôt, il y en a qui n'ont pas été à l'école. Le 4 dans octobre, la zone. c'est la date officielle. Là-bas, dans la zone, là, on parle de combien d'élèves? Comme 30 000, comme 300, environ plus de 300 à 400 classes qui sont fermées dans la zone. 30 000 environ d'enfants qui ont cessé d'aller à l'école depuis pratiquement 2-3 ans. 4 ans. Il y a les centres de santé qui sont fermés et qui ont été pillés par les djihadistes. Il faut réhabiliter tout ça parce que le tout n'est pas de dire, bon, on va maintenir les gens, on va créer les conditions de leur sécurisation. Mais encore faut-il créer les conditions pour qu'ils puissent accéder aux soins de santé, pour que les enfants puissent accéder aussi à l'école. La tâche est immense, on a l'impression, Maïmouna Diado. Mais bien sûr. On ne peut pas dire qu'on peut peut-être ouvrir toutes les écoles, mais quand même, il faut voir la possibilité aujourd'hui de la réouverture de certaines écoles. Des écoles où on suppose, des zones où on suppose qu'ils ne sont pas trop affectés par l'insécurité. De la même manière que l'État est en train de sécuriser les populations, de la même manière, l'État doit prendre les dispositions pour sécuriser les enfants, pour que ces enfants puissent aller à l'école. Et les enseignants. Et les enseignants, voilà. Il y a aussi les cases de santé, comme il l'a dit. Aujourd'hui, une population ne peut pas vivre sans les moyens, en tout cas sanitaires. Donc, là aussi, il faut réhabiliter ces cases de santé. Il faut également voir la promotion de la jeune fille, la scolarisation de la jeune fille. Le président de la République est en train de créer des internats et je pense que la région de Tillabéri ne sera pas oubliée de la création donc, de ces internats. Nous sommes un peu dans une phase d'expérimentation. Voilà, donc il avait promis 100 internats, en tout cas pour 2022. Espérons que la région de Tillabéri ne sera pas oubliée parce que autant les filles et autant les garçons ont besoin d'aller à l'école. Quand on regarde 4 ans, un enfant qui a été en classe de CM2, aujourd'hui 4 ans, cet enfant se retrouve avec... C'est la 3e alors. Voilà. Et aujourd'hui, les enfants deviennent des délinquants. En fait, ils deviennent des délinquants. Et ce sont ces enfants-là qui peuvent être enrôlés par ces djihadistes. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'il faut faire pour ramener ces enfants-là à l'école, pour que au moins ceux qui peuvent être encore à l'école puissent continuer l'école. Voilà, donc il faut également renforcer la cohésion sociale. C'est très important parce que s'il n'y a pas la cohésion sociale, il n'y aura pas également de collaboration entre forces de défense et population. Voilà ce que le président de la République devrait faire. Un mot pour compléter et que nous puissions tourner cette page. Justement, par rapport à cette question, ça j'ai dit, il y a un échange direct entre le président et la population sur le terrain qui ont insisté en plus sur la sécurisation donc, de leur localité, donc le retour de leurs enfants à l'école et aussi l'ouverture des centres de santé. Là, le président, il va procéder par étapes. Il dit d'abord, on va régler le problème le plus urgent, la question donc, de la sécurité, parce qu'il dit même si
on ouvre les écoles, même si tant qu'effectivement il n'y a pas de sécurité. La sécurité Donc, est et il a prioritaire. promis, c'est pourquoi justement il a entendu donc, la doléance, il va s'inquiéter en tout cas donc, régulièrement donc, pour procéder propre. Et d'abord, la question donc, fondamentale, c'est la question donc, de sécurité, les moyens qu'il faut. Donc, on espère voir véritablement, parce que même on a vu le barrage de Kandaji, la sécurité, effectivement, on a pris des mesures de sécurité pour que les gens puissent travailler, parce que les Chinois ont dit qu'ils veulent travailler donc 24 heures. On a pris des mesures de sécurité. Cela veut dire que, tout simplement, tous ces investissements, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, tout simplement, vous voyez, en fait, comme on dit, la sécurité conditionne tout. Donc, ce qu'on peut espérer dans les mois à venir, en tout cas, c'est d'abord de façon, en tout cas, significative, que ce soit à Lanzuru ou bien, en tout cas, au côté Inatis, partout, en tout cas, dans la région du fleuve, qu'on puisse vraiment avoir la question, parce qu'effectivement, c'est un fait, c'est bien connu, justement. L'école dans cette zone, véritablement, elle est vraiment dans une situation très critique. Les élèves, beaucoup d'écoles fermées. Et je pense que c'est un retard considérable. Pour le rattraper, vraiment, ça demande encore des années. Merci à vous. Entamons à présent la deuxième partie de ce forum de la presse du studio Kalangu. Et c'est pour parler de cette proclamation des résultats globaux définitifs de la session 2021 du baccalauréat au Niger. Au total, sur 78 372 candidats qui ont composé cette année au Niger pendant cette session, 17 829 sont admis, soit un taux de réussite nationale de 22,75%. Un taux en régression par rapport à celui de l'année passée qui est de 33,76%. Aussi, seulement 7 candidats ont pu avoir la mention très bien cette année. Hussein Issa, quelle analyse par rapport à ces chiffres? L'analyse, je pense que ça montre un peu la dégringolade de l'école nigérienne, n'est-ce pas? En réalité, si on doit s'en tenir à ces chiffres, en faisant une comparaison avec les années antérieures, on se dit que bon, peut-être que même les années antérieures, c'est parce qu'il y avait des facilités. Cette année, on s'est retrouvé avec ces résultats catastrophiques-là, parce que tout simplement, les dispositifs pour empêcher les fraudes, pour empêcher, comment dirais-je, un peu la tricherie, les dispositifs ont été renforcés, la LC a été impliquée. Il y a eu même des arrestations. Il y a eu même des arrestations. Bon, ça a créé une situation où, bon, bien évidemment, y compris les enseignants étaient un peu sous stress. Y compris les enseignants, je cause avec des enseignants qui ont surveillé, qui ont corrigé, c'était le stress. Bon, on s'est dit, ça montre un peu que comment l'école nigérienne, au cours de ces années, la qualité, comment vais-je dire, la baisse de niveau, la baisse de niveau a atteint un seuil critique. Et il y a des facteurs qui expliquent bien évidemment cela. Les facteurs sont très simples. Le métier enseignant est devenu un métier fourre-tout. Tout le monde à travers, oui, mais bien évidemment, moi j'ai vu des gens qui ont été ramassés dans la rue comme ça, qui ont abandonné les bancs, ils ont peut-être le privé ou le niveau privé, on les envoie enseigner à l'école primaire. Alors, l'enfant qui n'a pas pu acquérir les rudiments au niveau de l'école primaire, qui passe au collège, parce qu'il n'y a plus d'évaluation au niveau de l'école primaire, qui passe au collège, qui va aussi cafouiller là-bas, parce que tout simplement, même là-bas, le niveau souvent des enseignants laisse à désirer. Je sais de quoi je parle, j'ai enseigné, je sais de quoi je parle. Ça arrive au lycée, sans que les acquis, parce que chaque niveau a quand même un certain nombre d'acquis que l'élève doit, en tout cas, avec lesquels l'élève doit progresser. L'élève qui quitte l'école primaire, qui arrive au collège, sans avoir acquis les connaissances de l'école primaire, comment il peut se débrouiller? De l'autre côté aussi, au niveau du collège, c'est la même chose. Il va au lycée avec des défaillances. Voilà un peu l'état dans lequel se trouve le système scolaire nigérien. Et tout ça est lié à la politique éducative qui a préconisé, comment vais-je dire, qui a mis au devant
le recrutement d'enseignants contractuels, n'est-ce pas? Alors que l'enseignement, c'est quand même une profession, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une profession très noble, c'est une profession très difficile. Très difficile. Inculquer le savoir à quelqu'un, on ne peut pas dire à n'importe qui. Et il faut avoir la Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème de moyens? L'État n'a pas souvent les moyens pour recruter, puisque le nombre d'enseignants en fait augmente chaque année. Le nombre d'enseignants augmente. Mais du nombre d'élèves qu'il faut inscrire. Il ne faut pas perdre de vue une chose. Non, je suis désolé. Je suis désolé, on ne doit pas regarder cet aspect-là. On développe un pays avec l'éducation. Avec l'éducation d'abord. L'éducation change le monde. L'éducation de qualité, une éducation de qualité. N'est-ce pas? Mais quand tu n'as pas une éducation de qualité, on forme des citoyens au rabais. On est dans ce schéma-là. Alors, moi, je ne veux pas essayer d'établir. On doit mettre les moyens qu'il faut pour former des enseignants de qualité. Bazoum a pris l'engagement que dorénavant, ça ne va plus se faire comme ça. Il y a eu des évaluations, à l'occasion des évaluations des enseignants contractuels du primaire. On a vu le niveau. Doit-on continuer? Parce qu'il faut simplement créer des écoles pour mettre des enfants qui vont être, comme on avait dit, qui vont sortir avec, je ne sais pas, sans pouvoir connaître, sans pouvoir écrire même leur nom souvent. J'ai des collègues, des amis, des promotionnaires qui enseignent à l'université. Il faut donc renforcer les compétences des enseignants. Quand ils me soumettent les évaluations, quand je vois, ils me soulignent certaines choses pour me dire, voilà, au niveau Master 1, voilà, comment... alors, doit-on continuer pour simplement dire qu'on a fait une politique de massification? C'était la massification. Il fallait atteindre des seuils pour dire, voilà, on a atteint tel niveau. Mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, moi, à mon sens, c'est la qualité. Il faut former des gens compétents, des compétences qui peuvent gérer demain ce pays-là. Merci, on vous a bien compris. Vous insistez donc sur la nécessité de renforcer les capacités des enseignants pour les aider donc à mieux enseigner, à faire donc de l'enseignement une digne profession où il ne faut pas prendre tout le monde. À mon sens, c'est la Merci. Maïmouna Diado, comment expliquer ce recul du niveau d'obtention de ce premier diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur cette année? Le recul, Hussein l'a déjà dit, c'est le baisse de niveau. On a la baisse de niveau, autant pour moi. Il y a également ce qu'on appelle la formation. Il n'y a pas de formation. Ça veut dire que les enseignants, comme il l'a dit, doivent être formés. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce système, c'est un fourre-tout. On prend qui on veut, on met qui on veut à la place. Il y a des concours, hein, même pour même les concours, mais les concours, les enseignants contractuels. Comment se fassent Il y a les nouvelles listes qui sont affichées déjà au ministère. Michel, tu sais très bien plus que moi comment les concours ici au Niger sont organisés. Là, Alicia est derrière les concours. Combien d'années? Il y a des concours où on sait comment les choses s'organisent ici au Niger. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment de rehausser la formation au niveau de ces enseignants-là. Ensuite, comme il l'a dit, quand tu n'as pas la base à l'école primaire, tu ne pourras pas suivre le collège ni le lycée. Ça veut dire que même si on doit renforcer la capacité des enseignants, c'est plutôt renforcer la capacité des enseignants au niveau primaire. C'est très important. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a d'ailleurs précisé que les gens qui sont titulaires du BEPC n'iront plus au niveau des écoles normales. Ça veut dire qu'à l'avenir, on n'aura plus des enseignants du primaire. Mais il fallait qui ne sont pas titulaires du bac. Il fallait s'attendre à ça ici. J'avais dit que le premier diplôme, en tout cas, ça sera le bac et non le BEPC. Parce qu'il l'a dit, il faut prendre des gens qui peut-être qui ont déjà un niveau, une expérience, et on suppose qu'avec le bac, ça veut dire que si tu arrives à avoir le bac, ça veut dire que tu es capable aujourd'hui d'enseigner, d'aller dans une école, l'école normale, pour pouvoir sortir aujourd'hui professeur. Ça veut dire que tous les pourcentages que nous avons eus les années antérieures, les 33%, les 35%, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de fraude. Il y a eu beaucoup de fraude. Il y a eu une légèreté. Mais aujourd'hui, quand on a vu avec l'ALSIA, avec les dispositions qui ont été prises, mais voilà le résultat. Donc ça veut dire qu'ici, les moyens doivent être renforcés. Les moyens
pour permettre à ces élèves d'étudier dans de très bonnes conditions, les moyens pour également permettre à ces enseignants qui sont sur place de faire leur travail dans de très bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'insécurité qui a un peu aussi affaibli le niveau, qui ont affaibli le niveau de ces enseignants et le niveau également de ces élèves. Donc là, je me dis que le ministre a détecté ce qu'il faut détecter. L'essentiel, l'année prochaine, c'est cette année qui va s'ouvrir, que ça soit plus meilleur et le résultat soit plus meilleur que le résultat que nous avons aujourd'hui. Il faut donc travailler à améliorer ces résultats. Il faut rappeler que pour la session 2021 également du baccalauréat, le taux de réussite est seulement de 20%. C'est donc un taux de réussite qui avait été jugé également faible selon les acteurs de l'éducation. Elhadji Mahamadou Souleymane, comment faire pour améliorer ces résultats pour les prochaines années? Comment faire Je pense que le président de la République, en tout cas, a fait un diagnostic qui permet justement, on pense que s'il applique rigoureusement son programme, parce que c'est justement après avoir donc examiné la question de l'école en profondeur qu'il s'est rendu compte que le maillon faible, c'est d'abord l'enseignant. Il faut rappeler que lui-même a été enseignant. Absolument, il a été enseignant parce que vous savez, avant les enseignants, au niveau des classes 3e, on choisit les meilleurs élèves pour les envoyer dans les écoles normales. Ce qui fait que, vous savez, aujourd'hui, le vrai défi, ces meilleurs élèves aujourd'hui ont tendance, et c'est ça effectivement la présence de l'État. C'est-à-dire que l'État impose d'autorité, que ça doit être fait comme ça. Les meilleurs élèves, on envoie dans les écoles normales ou bien dans les écoles, en tout cas, pour une autre mission. Donc, au fur des années, on se rend compte à l'évidence que non, les meilleurs élèves, on pense, les gens vont ailleurs faire d'autres formations. Donc, cela veut dire que on doit agir donc, sur la qualité de la formation donc, de l'enseignant. Donc, d'où la nécessité aussi de le motiver. Parce qu'effectivement, ailleurs où l'école marche, l'enseignant, l'infirmier, en tout cas, c'est des fonctions qui sont bien rémunérées. Ça veut dire qu'il faut également penser à une amélioration des conditions de vie. C'est des gens qui construisent vraiment la nation. L'infirmier qui s'occupe de ses malades n'a pas autre chose que son salaire à la fin du mois. Donc, il faut donner suffisamment d'avantages, comme l'enseignant, pour qu'il reste véritablement bien faire son travail. Donc, je pense que si le niveau bac, parce qu'en plus justement le fait que les gens ont le niveau bac, ils vont encore être formés. Cela veut dire qu'au niveau de la formation, on va savoir que ceux qui n'ont pas le niveau n'auront pas, en tout cas, ne seront pas sélectionnés pour aller enseigner. Donc, je pense que ça, c'est une bonne perspective, en tout cas, le fait donc de former les gens au niveau donc, de l'enseignement à tous les niveaux. Parce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, avant, celui qui a le certificat, un élève qui a le certificat, vous pouvez le comparer à quelqu'un qui a un niveau de 3e, parce que tout simplement, il a la base. Donc, je pense que c'est ce retour-là, à cette bonne pratique, donc, qui consiste en tout cas à ce que les élèves qui ont bien suivi le programme, en tout cas, vont avoir un minimum de connaissances. Donc, je pense que la question de l'école, ces dernières années, il y a une démission collective, parce que quand vous allez apprécier de façon vraiment globale la question de l'école, tous les gouvernements qui sont succédés, ces dernières années, en tout cas, ont une responsabilité, parce que tout simplement, on a accepté des réformes qui nous ont été imposées, en tout cas par des barres de fonds, mais au finish, on s'est retrouvé en tout cas dans une impasse. Et vous voyez aujourd'hui, quand on va parler du Niger, en tout cas, toujours donner, c'est l'IDH. Et l'IDH, c'est d'abord l'école. Oui, c'est vrai, il y a les indicateurs qu'on prend en compte, c'est l'éducation, le PIB par habitant, tout à fait. Donc cela veut dire qu'en réalité, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie parce que le résultat, aujourd'hui, vous entendez les citoyens dire que mais l'État met de l'argent dans l'école pour avoir justement ce résultat. Je pense que quand même, on pouvait faire mieux et on espère que véritablement que les moyens, en tout cas, puisque le président a dit qu'il entend mettre 22% du budget national
Donc on aimerait que véritablement cet argent soit utilisé vraiment dans l'école, en tout cas de sorte que vraiment les lignes puissent bouger. Espérons donc que cet élan va continuer et que nous aurons à travers cela une amélioration de la qualité du système éducatif nigérien dans son ensemble. Intéressons-nous pour finir ce forum à cette affaire de plainte de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, l'OCTIS, contre 2 de nos confrères, la journaliste blogueuse Samira Sabou et le directeur de publication du journal L'événement, également président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Senozo Moussa Aksar. Rappelons que cette poursuite fait suite à la plainte déposée pour diffamation au bureau du procureur le 9 juin 2021 contre le groupe international dénommé Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Nos 2 confrères sont ainsi poursuivis pour diffamation par voie de communication électronique et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, 2 infractions prévues et punies par la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger, une loi de 2019. On se rappelle, la maison de la presse du Niger a demandé au juge d'instruction d'arrêter de poursuivre les journalistes Moussa Aksar et Samira Sabou. Écoutons à ce propos le secrétaire à la communication de la maison de la presse, Bra Suleiman. Il est au micro de Moussa Hassan. C'est vraiment une intimidation, c'est une entrave à l'exercice de la profession du journalisme au Niger. Ça tombe sous le régime de la loi sur la cybercriminalité et c'est ce qu'on a toujours en fait dénoncé. Parce qu'au Niger, il y a déjà l'ordonnance 2035 qui dépénalise les délits commis par voie de presse. Donc, même si quelque part on parle de diffamation, on peut quand même leur appliquer cette ordonnance 2035 au lieu d'aller leur poursuivre avec cette loi sur la cybercriminalité. Et vous savez que cette loi ne favorise pas l'exercice de la liberté de la presse au Niger. Donc elle n'épargne pas les citoyens, les activistes, les journalistes et tout le monde. Depuis 30 ans, la presse nigérienne, notamment privée, a quand même contribué à l'enracinement de la démocratie au Niger. Ce n'est pas 30 ans après que les gens vont essayer de vouloir museler la presse ou vouloir tordre le cou à ce que les journalistes sont en train de faire. Seynissa, pensez-vous qu'il s'agit d'une entrave à l'exercice de la profession de journaliste au Niger, comme l'a déclaré le secrétaire à la communication de la maison de la presse, Bra Suleiman? Bon, ça pose problème. Hein. Moi, j'avais alerté par rapport à cette situation-là. Mais les médias, les journalistes ne se sont pas mobilisés. Oh, il y a une loi qui a été, portant des pénalisations, comme on avait dit. Des délits commis par voie de presse. La loi de 2010. Voilà. Alors, c'était ça, le document consensuel qu'on a pu obtenir à un moment donné. N'est-ce pas? Sur la base de ce document-là, c'était ça qui servait de repère pour juger en cas d'infraction, en cas de non-respect de la déontologie et tout. N'est-ce pas? Mais malheureusement, les gens n'ont pas été vigilants et il n'y a pas eu de mobilisation quand il y a eu cette nouvelle loi sur la cybercriminalité. Parce que le problème qui se pose fondamentalement aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut s'attendre à ce que les juges n'aillent plus vers la loi portant des pénalisations. Chaque fois qu'il y a une infraction quelconque, on va brandir la loi sur la cybercriminalité. La particularité ici, c'est qu'on dit que la publication est faite par voie électronique. Mais attends, la voie électronique, ce n'est pas une avancée, c'est pas non. C'est sur WhatsApp. C'est des avancées technologiques de plus en plus. Le papier support là est en train de disparaître. Bien sûr. C'est l'électronique, c'est facile, tu peux lire ça n'importe où. Qu'on dise qu'une publication, mais non. Alors, ça pose problème. Parce qu'il y a une mutation qui est là. N'est-ce pas? L'Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est une mutation. Est-ce que c'est nous qui avons inventé? On ne peut pas inventer parce que moi, dans mon entendement, quand j'ai entendu parler de cette loi sur la cybercriminalité, dans ma compréhension de la cybercriminalité, ce sont les escrocs là qui utilisent, qui passent les par... arnaqueurs. Voilà. Moi, c'est ça mon entendement de la cybercriminalité, quoi. Ils font même des appels téléphoniques. Voilà.
Mais qu'on dise que systématiquement, parce que depuis que cette loi est entrée en vigueur, je pense que c'est les web activistes, c'est les journalistes qui sont inquiétés. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu qu'un escroc ou non, mais c'est vrai ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens? Parce que imaginez, je peux écrire un journal, je peux faire un journal support papier. Quelqu'un peut prendre un article de mon journal là, il va partager. Imagine, est-ce que moi, une fois que je fais le journal, quand je le fais, c'est fini, ça m'échappe. Quelqu'un peut être de mauvaises intentions, il peut prendre et publier. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que les gens se mobilisent pour dire non, il faut arrêter ça. Il faut dire non. Alors, Maïmouna Diado, quelle réaction par rapport à ce communiqué de presse en date du 12 septembre 2021 de la Maison de la Presse qui demande justement l'annulation des charges retenues contre nos deux confrères, Moussa Aksar et Samira Sabou? Je suis totalement d'accord avec le communiqué de presse de la Maison de la Presse. Parce que la Maison de la Presse est dans son droit aujourd'hui de défendre les journalistes. Samira, elle est blogueuse. Mais l'autre, Moussa Aksar, est journaliste de la presse écrite. Ok. Ils ont tous le titre de journaliste. Ils ont tous le titre de journaliste. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont pris un document qui a été déjà communiqué sur les réseaux sociaux, qu'ils ont partagé sur leur propre site, qu'aujourd'hui, on se permet de les poursuivre. Je suis vraiment désolée. Il faut le préciser, justement, ils ne sont pas auteurs de l'enquête. Voilà. Et l'actrice avait déjà porté plainte contre je suis ceux désolée. qui ont produit l'enquête. La loi sur la cybercriminalité, depuis que ça a été voté, les gens savaient d'abord qui ça doit toucher. Ça doit toucher, c'est pour intimider les journalistes. On l'a toujours dit, on l'a toujours su. Intimider les journalistes qui veulent investiguer pour aller loin. Mais est-ce que aujourd'hui, nous autres journalistes, parce que tout simplement, il y a une loi sur la cybercriminalité, ça nous permet aujourd'hui de ne pas investiguer sur certains sujets. Non, je me dis que ça doit interpeller les journalistes, que ça ne doit pas être une intimidation à leur niveau. Continuez votre travail, faites ce que vous avez à faire, et de toutes les mille manières, comme l'a dit Ousseini, la cybercriminalité devrait toucher beaucoup d'autres personnes, mais on se rend compte que depuis que la loi a été votée, Samira Sabou a été toujours poursuivie. Samira Sabou a été toujours, c'est la première personne, la première journaliste même à être poursuivie, cybercriminalité. Donc, où est-ce qu'ils veulent qu'aujourd'hui la presse, comment est-ce qu'ils veulent que la presse fasse son travail? Il faut signaler justement d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a eu donc un démenti par rapport à ce qui avait été publié, et ces journalistes disent avoir également fait figurer au niveau de leur page le démenti de l'actrice El Hadji Mohamedou Souleymane. Est-ce qu'il faut considérer qu'il s'agit là d'une tentative de musellement de la presse, comme on peut le comprendre à travers les réactions des deux confrères qui vous ont précédé? Moi, par rapport au débat, j'ai essayé d'abord de comprendre de quoi il s'agit. Et j'avais compris qu'il y a un site américain qui s'appelle Global Initiative qui a publié des informations selon lesquelles les 17 000 tonnes de drogue de cannabis, il y a une partie qui aurait été qui ont été officiellement dit, en tout cas, ont été brûlées. Ils ont dit que non, une partie n'a pas été brûlée. Le critique a fait un démenti qu'ils ont, je crois, qu'ils ont publié. Donc, en termes d'un point de vue de la pratique, en tout cas, ils ont déjà bien fait en reproduisant. Mais maintenant, récemment, il y a un rapport des Nations Unies qui a véritablement examiné pour en fait démentir le site que ce n'est pas vrai. Ils ont vérifié que la drogue a été vraiment effectivement brûlée. Maintenant, de mon point de vue, puisque le critique a poursuivi donc ce site, ils auraient en tout cas dû faire vraiment comprendre que nos confrères n'ont repris. Vraiment, il faut faire le procès, en tout cas à la source de l'information, pour tout simplement ne pas s'attirer beaucoup de trucs, parce que tout simplement, on se rend compte que la loi sur la cybercriminalité, en tout cas, dans cette optique, paraît un peu liberticide.
en ce sens que véritablement on a tendance à l'appliquer plus aux journalistes que la loi donc 035 de 2010 qui fait que effectivement le journaliste ne va pas en prison en tout cas pour ça, mais on se rend compte que l'autre loi, c'est-à-dire qu'en fait ici le vrai débat c'est deux lois différentes, mais il se trouve que nous sommes interpellés en tant que corporation, en tout cas les journalistes, pour défendre, il faut faire un débat qui réunit en tout cas tous les acteurs pour qu'on puisse véritablement s'entendre avec, il faut dans ce débat des magistrats, donc les hommes des médias, en tout cas les hommes du gouvernement, pour dire que bon voilà, véritablement, autrement dit, c'est une loi qui a été votée, je crois en 2019. 2019 pour donc, la loi sur la cybercriminalité. Absolument. Nous sommes c'est une loi, au terme de ce forum. Le juge va considérer effectivement, il a une loi à appliquer, donc par conséquent, il nous faut véritablement, pour ne pas être victime, il faut le déplorer, effectivement. Mais tant qu'on n'arrive pas justement à faire ce débat pour s'entendre sur l'essentiel, on risque effectivement d'être victime de cette loi. C'est une affaire qui est pendante, donc il faut le dire, devant les juridictions. Bonne chance à nos deux confrères Samira Sabou et Moussa Aksar. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 17 septembre 2021. Nous disons merci à nos invités, Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, à la technique pour le son, Mustapha Ayouba, et à la réalisation vidéo, Issa Lawali. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.